Bienvenue à ce webinaire du coup sur la thermique FM. Alors ça sera un peu... Bon, alors ça va se baser fortement sur le doc de formation. Parce qu'il est bien fait, évidemment. Mais non, c'est plus en fait, ça reprend un peu la base du document de formation, mais ça expliquera, alors sans aller trop dans le détail, ça expliquera quand même aussi les points sur lesquels il faut faire attention. J'en ai eu, alors j'ai fait un rendez-vous chez un client il y a 2 semaines. D'ailleurs, elle n'est pas connectée. Elle m'a dit qu'elle se connecterait, elle n'est pas connectée. Parce qu'on parlait justement du thermique FM. Et la première remarque qui était venue, c'est ouh là là, c'est compliqué, thermique FM. Comment, voilà, enfin, on peut pas faire autrement. Et en fait, l'idée, ça rejoint un peu ce qui a été dit dans ce rendez-vous, c'est compliqué et comment on peut faire pour voilà, faire pas forcément autrement, mais plus simplement. J'attends encore parce que en théorie, il y avait un peu plus de personnes inscrites. Il y avait un poil plus de personnes inscrites et il m'en manque beaucoup. On va arrêter de toucher à tout parce que derrière ça va être là. En plus, pour le coup, c'est un nouveau. Je sais pas, ils ont fait des mises à jour sur GoToMeeting, GoToWebinar, c'est tout nouveau, donc je découvre aussi en même temps. Comme d'habitude, questions via le chat ou échange. Je vais juste envoyer un message pour confirmer parce que moi, de mon côté. Hop. Et puis je tâcherai de répondre aux questions, et donc pas forcément directement, mais ouais, au fur et à mesure. Allez, on va attaquer, parce que de toute façon, au début, c'est un peu le truc habituel. Donc toutes nos informations, vous les retrouvez évidemment sur le site Applicite, dans la partie alors, soit événements pour les événements, par exemple la semaine prochaine, il y a le FIP, sur lequel on aura un stand qui sera partagé avec Kissler. Et je crois qu'il y a une autre personne, enfin une autre entreprise. On a le blog aussi, sur lequel on essaie de mettre des articles régulièrement pour expliquer des fonctionnalités un peu particulières, voilà. La liste des webinaires, donc comme vous voyez, il y en a encore quelques-uns. Le prochain, c'est moi, et en plus, c'est dans la foulée du Club du Chatter, donc ça va être assez rigolo à faire. Et donc, pareil, Club du Chatter, 17-18 juin, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Toujours alors, au Rock Hotel à Lyon, donc toujours du même côté. Cette année, en atelier, on vous propose 3 choses. Donc, l'utilisation optimale de Fusion en lien avec Molflow, le maillage 3D, comment approfondir les bonnes méthodes dans les cas les plus complexes. Donc, vraiment, comment essayer de faire un maillage au mieux. Et pour ma part, moi, je m'occuperai des matières chargées. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce qu'on peut ajouter dans les charges? Qu'est-ce qu'on peut prendre en compte? En sachant que, il y a des choses alors nous, on a déjà eu les présentations d'Anno et de Franco, il y a des choses qui justement vont vont changer par rapport à ça. Donc on pourra... faut que je vois comment je peux en parler. Et donc pour les présentations, vous retrouverez donc Anno le matin, Niad après pour expliquer la partie surmoulage sur les pièces composées pour l'aéronautique. Aviante pour la partie, alors c'est un petit peu particulier parce que Aviante, on leur a demandé de présenter sur une fonction qui n'est pas forcément présente à 100%. On va parler de thermoviscoélasticité. C'est quelque chose qui peut être intégré à l'heure actuelle, mais que quand on fait de la biréfringence, par exemple.
Mais si vous vous souvenez des présentations la dernière, Franco, il explique que ça, c'est en R&D et que c'est prévu pour arriver en déformation 3D. Et Mia, entre autres, ils ont déjà utilisé ça et ils ont déjà fait des validations dessus pour voir un peu ce que ça pouvait apporter. Et je sais qu'il m'en avait parlé il y a un an et demi, et bon, voilà, on va proposer cette année d'en parler un peu plus. Ensuite, il y aura Franco, ensuite Safran sur de la rhéologie à la rupture, donc vraiment en fait comment mettre en place toute une chaîne de simulation complète. Galalitum, qui présentera du coup une approche simulation Molflow comparaison et comparaison sur pièces réelles. Et enfin, nous finirons cette année, ça sera pas truc et astuce, ça sera l'arrivée de l'IA et l'automatisation. Pour ceux qui ont déjà commencé à installer à 2027, ils ont découvert l'Autodesk Assistant. L'idée de cette partie, ça sera d'expliquer ce que vous pouvez déjà faire, ce que vous pourrez faire, aussi bien avec de l'IA et de l'automatisation. Parce que pour ceux qui utilisent un peu plus les produits Autodesk, qui utilisent Fusion entre autres, ils ont dû se rendre compte que Fusion, l'assistant Fusion, il a subi une grosse évolution parce que pour le coup maintenant il est couplé. Et il est couplé avec Fusion Direct, c'est-à-dire qu'on peut lui dire fais ci, fais ça, et il va le faire. Il est couplé aussi avec Claude IA, donc l'IA Claude. Et voilà, mais en fait, on va commencer à en parler un petit peu, parce que c'est un sujet qui compte et qui est important de connaître et puis de savoir un peu ce qu'on peut en attendre et ce qu'on peut en faire. Et voilà pour ma partie, enfin pour la partie présentation. Donc, alors je vous demande pas s'il y a des questions. Du coup, donc, je vous propose un sommaire, introduction, ce que c'est le thermique FM, l'explication du calcul, et puis après, moi, j'ai décomposé en 3 étapes. Best practice modélisation, best practice mise en données et best practice résultat. Modélisation, on va vraiment parler de maillage. Mise en données, c'est qu'est-ce que vous demandez comme type de calcul, et puis résultat, ce qu'on peut tirer comme information. En premier lieu, coût FEM. L'idée en fait du calcul coût FEM, c'est un calcul cool basiquement, sur lequel on va essayer de prendre en compte tous les échanges de chaleur. Comme je dis à chaque fois en formation, radiation, on oublie. C'est pas quelque chose qui sera calculable dans le logiciel, donc on va pas le faire. Par contre, convection, conduction, on le fera. Et l'idée en fait du calcul coût FEM, c'est d'être un peu plus précis sur cette analyse de conduction. Et convection, pardon aussi. Parce que, enfin, je vais en reparler un peu après. Le calcul coût FEM, l'idée aussi, c'est de pouvoir justement analyser l'évolution sur un ou plusieurs cycles. On peut en fait retrouver dans le coût FEM des résultats comme ça, où finalement on va voir l'évolution de la température en un point sur plusieurs cycles. Pareil, on va avoir l'évolution de température sur un seul cycle, et on va pouvoir vérifier, mesurer comme ça comment ça évolue. Là où finalement un calcul cool, lui, il est moyenné, systématiquement moyenné. Donc ce que vous voyez, c'est une valeur moyennée. Donc vous ne savez pas dire à combien c'est monté, jusqu'où quelle valeur c'est enfin quand c'est monté. Là, en fait, on ne peut quand même suivre ça et on peut le coupler finalement, enfin c'est couplé assez peut être couplé assez fort avec le partie remplissage. Le FM, il a aussi d'autres avantages. Parallélisation. On peut utiliser en fait dans le solver, on peut demander à utiliser tous les processeurs, donc ça permet d'avoir des calculs qui sont en principe plus rapides. La modélisation, on peut modéliser absolument ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous laissez prendre en compte plusieurs inserts et l'impact de la température sur plusieurs inserts et vérifier ça, vous pouvez le faire. En calcul cool, ça sera plus particulier. Ça ne sera pas forcément aussi simple. Là, en gros, vous intégrez un moule, vous le maillez, point. La question ne se pose pas. Et type de calcul, comme j'en parlais précédemment, on peut faire du calcul sur la production, sur du cycle moyenné. On peut faire du calcul aussi, soit avec le solver conduction, soit avec le solver remplissage. J'en parlerai un peu après dans la partie mise en données calcul. Donc du coup, l'approche FEM, elle va en fait discrétiser. On va vraiment avoir une notion de maillage qui va être modélisée et qui permettra en fait de prendre en compte de manière plus fine l'évolution de température sur les cycles. Donc alors c'est pas hyper, je m'attendais à plus flagrant sur mon animation.
C'est pas voilà, on voit finalement comment ça évolue en température et on sait déterminer comme ça où ça évolue en température. Hem, la différence donc entre le calcul Cool et le calcul Cool FEM, le Cool classique en fait finalement, on va juste travailler avec une résolution de grille. En fait, on va décomposer le volume. Si vous modélisez finalement les surfaces externes, on va modéliser ça et on va le décomposer en divisions. Donc c'est-à-dire que si vous faites un moule qui fait 400, par défaut, lui, il va dire il y a 20, enfin 400 X, il va dire il y a 20 divisions, il va faire des divisions de 20. On ne va pas s'embêter avec des éléments plus petits, plus fins, plus trucs. Voilà. C'est lui, il découpe en volume, point. Le maillage Cool FM, bah forcément, va se baser sur un maillage. Donc vous aurez un maillé la pièce, tous les différents éléments, alimentation, régulation, et le moule. Et le maillage, il sera forcément en 3D. Donc ça, c'est un truc qu'on se fait souvent avoir au début en disant j'ai fait mon maillage moule. Non, 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 tu vas faire un maillage moule en surfacique uniquement pour l'instant. Il faut, donc l'enveloppe, elle est modélisée, mais maintenant, il faut mailler en 3D. Donc, la création du moule, en fait, alors c'est pour ça que je vous dis au début, il y aura une partie en fait qui va un peu se rapprocher de la formation. Un maillage moule FEM, en fait, on peut faire sur différentes choses. On peut faire sur un moule complet, on peut le faire sur une enveloppe sur laquelle on intègre les éléments. On peut le faire en travaillant à partir d'une CAO directement, à partir d'une enveloppe créée dans le logiciel, dans lequel on va créer un maillage surfacique puis volumique, ou d'un booléen créé dans le logiciel à partir de la CAO. Donc ça implique forcément d'avoir la CAO de la pièce, la CAO des différents éléments ou les axes, pour la partie régulation alimentation, et en fait, lui, il va créer une enveloppe en fonction de ça. Par contre, ça sera un bloc. Donc il n'y aura pas, je vais passer en pointeur, ça sera plus pratique. Il y aura un bloc. Je peux même peut-être faire surligneur. Ouais. Donc ça veut dire que si on ne pourra pas dire ma partie fixe, ma partie mobile, c'est ça. C'est j'aurai un bloc moule, point. On considérera donc forcément un échange parfait au niveau de la zone de plan de joint. Mais ça sera vrai aussi avec la méthode 2. La seule moment où finalement ça ne sera pas vrai, c'est avec la méthode 1. Type de calcul, voilà, on retrouve aussi des choses qu'on peut faire plus sur la partie thermique FE. Le moyenné, le transitoire production. Les deux premiers, on considère un régime établi. Donc, il calcule un régime établi et il vous donne un résultat. Le troisième, vous partez d'une valeur standard. C'est vous imposez dans les conditions du moule une température de départ et lui dit ça c'est mon point de départ et j'analyse l'évolution par rapport à ça. On en reparlera aussi après. Je vous dis, en fait, il faut que je fasse plus attention à ce que j'ai sur l'écran suivant parce que c'est ce que je viens de dire. En premier lieu, alors, best practice, modélisation et maillage. Et en fait, on va commencer par une question toute bête. Pourquoi? Pourquoi vous allez vous embêter à faire du FM? Si concrètement, le modèle est simple, il y a la thermique, elle est simple, c'est-à-dire que la pièce, c'est une plaque. La thermique, c'est des canaux partie fixe, partie mobile, un radiateur simple. Si il y a peu d'évolution de température sur le moule, vous n'êtes pas sur un procédé heat and cool, rock tool ou quoi que ce soit, la question elle est juste, pourquoi le FM? Pourquoi vous embêtez à ça? Parce que finalement, le calcul cool, il vous donnera suffisamment d'informations pour comprendre les échanges de chaleur. Ça sera peut-être pas aussi précis, mais la précision que vous n'aurez pas, en fait, elle sera compensée par le temps d'accès à l'information. Donc ça peut toujours être faisable, il n'y a pas de problème avec ça, mais au final, vous allez passer du temps à faire le calcul, forcément. Donc le logiciel va calculer, ça va vous demander du temps, mais surtout vous allez passer du temps à modéliser. Donc la question, elle est-ce que c'est rentable? Est-ce que la demi-heure, l'heure, les 2 heures, la demi-journée, la journée que vous allez passer à modéliser, est-ce que ça vaut le coup? Sur un calcul cool classique, par moment, c'est largement discutable. Pour avoir fait régulièrement les informations, à la fin, les résultats sont, allez, à peu de choses près, largement identiques. C'est à quelques valeurs au dixième de degré près, c'est identique. Sauf que dès qu'on va partir sur quelque chose de plus complexe, qui nécessitera donc un calcul plus long thermique,
ou une modélisation qui n'est pas faisable, le EFM a toute sa raison d'être. Et c'est là où, en fait, c'est pour ça le but du webinaire, c'est expliquer comment l'utiliser à juste titre. Comme je disais, en fait, quand vous allez faire le maillage moule, en fait, vous allez devoir vérifier ce qui se passe. Je vous ai dit, en fait, on peut très bien intégrer un moule à partir d'une CAO ou créer, en fait, le moule à partir d'un corps CAO dans Molflow ou d'une surface extérieure. En fonction de ce que vous souhaitez faire, forcément, la méthode sera intéressante ou non. Je prends un exemple tout bête, j'ai marqué CoolFM sur overmolding. Un CoolFM sur overmolding, ça implique qu'il y a une partie fixe, une partie mobile. Parce que la partie fixe, la partie mobile, en fait, elle va tourner. Donc on va en fait avoir un système de rotation et on va devoir lui indiquer, cette partie-là, elle est présente sur le shot 1 de tel temps à tel temps, cette partie-là, elle est présente sur le shot 2 de tel temps à tel temps. Donc en fait, on a un système d'axes de rotation et on définit voilà comment ça tourne. Si on a un seul bloc, c'est même pas la peine. On a déjà regardé ça en support et tout, c'est même pas la peine. En fait, ça veut dire que vous découpez un maillage, vous allez faire un truc qui sera pas top, ça marche pas. Donc le plus simple, c'est dès ce cas-là, de travailler avec un corps CO à part. Alors, les deux, ça peut être mixé, c'est-à-dire qu'on peut très bien commencer à créer le corps CO dans Molflow, l'envoyer dans Fusion et le découper dans Fusion. C'est toujours faisable. C'est une question de temps après. Quand on va passer en calcul thermique FEM, on va devoir donc basculer forcément en calcul thermique FEM, et après, en fait, quand on intègre un moule à partir du CAO, on va lui donner en fait des propriétés bloc de moule. Alors, il n'y a pas que bloc de moule, on peut trouver insert de moule, noyau, insert de pièces, en fait, tous des éléments moulants. Et justement, en fait, dans cette partie bloc de moule, on va retrouver différents éléments. Le premier, alors, le 40 degrés, en fait. 40 degrés à partir du démarrage de la production. On en reparlera après. Et après, on aura la possibilité de définir partie fixe, partie mobile. Donc, par rapport à ce que je viens de dire sur le thermique overmolding, typiquement, on pourra dire mobile, fixe. Automatique, il s'en sort généralement pas trop mal. Et une fois en fait qu'on a fait ça, donc on a défini, on a apporté un bloc CAO, on lui a affecté une propriété bloc de moule, on a modifié éventuellement ses propriétés, en fait on peut juste basculer en maillage de moule 3D, et ça ne demande pas plus que ça. Quand on travaille avec l'assistant, donc deux possibilités, soit mailler en surface, soit mailler en volume, alors avec un corps CAO. Maillage en surface, alors dans tous les cas, il faut passer en calcul cool FEM, sinon la création du bloc de moule, tout ça n'est pas possible. Vous allez pouvoir créer une surface de moule via il y a deux liens possibles. Et en fait, après, ça va vous proposer de mailler, forcément. Sauf que là, le maillage sera que en partie surfacique. On va générer la surface externe interne. Alors, dans le best practice, faites attention à la taille de maille. Et la taille de maille interne, c'est celle qui est la plus petite possible pour être proche du maillage. La taille externe, alors, je ne vais pas dire que vous vous en fichez, mais voilà, elle peut être beaucoup plus lâche. En théorie, c'est pas là où il y a les échanges de chaleur. Les échanges de chaleur, ils sont forcément dans les zones en contact avec la pièce, les canaux, l'alimentation. L'extérieur, c'est pas en théorie là, on est censé avoir le plus d'échanges. Et alors, on peut aussi utiliser une fonction, alors quand on a plusieurs composants, c'est pratique, le stitch contact interface. En fait, lui, avec cette fonction-là, il va récupérer le maillage. Alors, je vais le dire un peu bizarrement. Il va récupérer le maillage pièce, insert, etc. Décomposer la surface et en fait recréer un maillage surfacique par rapport à ça. Donc finalement, par rapport à ce que je disais précédemment, l'étape de maillage surface interne, lui, il le fait avec cette fonction-là. Et pour le coup, il recopie exactement les positions de nœuds. Ça peut être un moyen de faire ça assez rapidement, du coup. Et donc la partie création du moule en CAO, plus simple, on crée toujours bloc de moule, sauf que dans la partie création de bloc de moule, vous cochez la case créer un moule en CAO. Et ni plus ni moins. Du coup, là où en fait il faut faire un petit peu attention. Alors j'essaie de remettre un peu un truc parce que j'arrive pas à voir les questions. S'il y en a, et bien entendu, mon menu est plus là.
T'es là, voilà. Alors n'hésitez pas, oui, s'il y a des questions, vous les tapez quand ça vient, et puis moi je les lirai au fur et à mesure quand je ferai une pause. Un point important, quand on modélise un moule en cerveau, bah forcément on doit faire attention à ce qui a été modélisé. Alors cerveau, même surface, je dirais. Quand on l'intègre à partir d'une cerveau à proprement parler, en théorie, les opérations booléennes, elles ont été faites en cerveau, c'est a priori à peu près sûr. Quand c'est créé dans Moshflow, ça vaut toujours le coup de vérifier ce qu'il a créé quand même. Parce que malgré tout, bah, il peut se louper. Et potentiellement, il peut très bien lancer le calcul, vous aurez des résultats. Sauf que vous vous direz, tiens, c'est bizarre, mais un résultat, il y a des échanges de charges, je ne comprends pas. Et juste parce que ben, il y a des éléments qui ne sont pas maillés. Donc, passer 2 minutes à vérifier le maillage une fois que tout est fait, enfin l'enveloppe déjà, ou le maillage avant de lancer le calcul, parce que ça vous évitera de lancer le calcul, puis de vous dire, il a tourné pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe, pour rien. Du coup, la modélisation finalement, elle peut servir aussi, enfin best practice modélisation, quand vous baillez en fait directement le bloc en 3D, donc par exemple quand vous importez un corps cerveau, que vous avez créé un corps cerveau dans Mocho, n'hésitez pas à cocher la case arrêter après la génération du maillage de surface. En fait, ça va vous faire un maillage en 2 étapes, comme ce qu'on expliquait sur les formations classiques pour les pièces. C'est le maillage pièce, vous faites un surfacique et un volumique. On peut très bien faire en 3D directement, mais l'avantage, c'est que si on fait ça, on peut vérifier un peu ce qui s'est passé sur la partie surfacique. Donc ça peut être utile de le faire, et en fait, ben, c'est le même principe pour le moule. Vous pouvez vérifier ce qu'il a fait et vous dire, voilà. La taille de surface, elle sera importante. Le facteur d'échelle, par exemple, ici, peut être adapté. Et le fait de faire un premier maillage, enfin un premier jet de maillage en surface, ben, vous pouvez vérifier ce qu'il a fait. Et ça va vous demander 2-3 minutes le temps de mailler en surface, vous vérifiez, vous pouvez faire des coupes, faire des trucs comme ça, pour dire est-ce que c'est bon, pas bon. Et après, en fait, c'est bon, vous continuez, c'est pas bon, vous revenez en arrière, vous corrigez ce qui n'est pas bon, et puis c'est un maillage. Donc cette notion de préparation, en fait, elle est utile parce que l'air de rien, vous allez y passer du temps à préparer le maillage. Donc autant passer du temps et que ça soit efficace que de passer du temps pour vous dire à la fin, ah, ben, j'ai loupé ce truc-là, c'était pas connecté, c'était pas ci, c'était pas ça. En termes de mise en données, alors s'il y a des questions, je redis, il y a un petit encart ou avec un point d'interrogation, vous posez vos questions là-dedans et puis j'y répondrai au fur et à mesure. Donc voilà, sur la partie maillage, en fait, moi je pars du principe qu'il n'y a pas forcément de gros tips pour bien faire, c'est plus des petits pour vérifier au fur et à mesure que tout se passe bien. En fait, c'est vraiment être précautionneux dans la mise en données. On évite de lancer le truc bien en tête, on y va étape par étape pour dire est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est bon. Pareil, best practice, mise en données. En fait, quand vous faites un calcul, alors il y a différentes étapes, j'ai différentes choses à dire. En premier lieu, en fait, en FEM, déjà, c'est utile de basculer en transitoire. Dans un des premiers écrans, j'ai expliqué, il y a deux calculs en cycle et il y a un calcul en production. Par défaut, le calcul que vous faites systématiquement, enfin qui est mis par défaut, donc vous le faites systématiquement parce que c'est ce qui est mis par défaut, c'est moyenner dans le cycle. Alors, je vais donner mon avis de manière un peu crue, c'est con de vous embêter à faire un calcul thermique FEM pour finalement avoir en résultat l'équivalent d'un calcul classique. Payez-vous le luxe de dire ok, ben, je vais faire un transitoire moyenné, au moins je verrai l'évolution de température, et à la fin, de toute façon, les informations seront les mêmes. Quand je dis information, ce qui sera utilisé pour le calcul remplissage. Et en fait, par moment, utiliser le calcul production peut avoir du sens. Parce que quand on fait un calcul moyenné, en fait, le calcul, il se fait en 2 étapes. Il calcule le cycle moyenné, et éventuellement après, il bascule en transitoire et il calcule l'évolution sur un cycle.
Donc finalement, il dit c'est quoi les conditions de moyenne, et une fois qu'il y a ces conditions de moyenne, il donne, en fait, il refait un calcul pour avoir une évolution sur un cycle. Si on fait un calcul production, je vous ai montré tout à l'heure dans les conditions limites, et finalement il utilise la température moule. Donc il reprend l'information de température moule, qui est définie dans les paramètres maillage du moule. Et en fait, lui, il dit, bah, mon point de départ, c'est ça. Globalement, en fait, en utilisant un peu finement cette notion de température initiale, on peut s'en sortir parce qu'au derrière, alors, je vais revenir un peu en arrière, comme ça je pourrais vous montrer un peu plus. Non, oui, non, 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 non. Je l'aurai quelque part, quand même. Je suis pas fou, je l'ai eu. Bon, je l'ai vu quelque part, mais je ne l'ai plus. Bref, en gros, quand on bascule en production, on peut très bien forcer finalement une température basée sur la température de référence moyenne. Donc en gros, la température moule sur la matière est 60 degrés, bah, vous imposez une température moule de départ à reproduction à 60 degrés. De toute façon un peu pratique, c'est ce que vous faites dans l'atelier. C'est vous faites préchauffer éventuellement l'outillage pour l'amener à la température de départ, et en fait, vous ne démarrez pas avec un moule, la production, vous ne démarrez pas avec un moule à 20 degrés. Ou vous commencez à faire tourner, mais vous avez beaucoup de rebut, ou vous faites déjà circuler l'eau pour préchauffer l'outillage, et en fait, ça l'amène déjà à une température un peu stabilisée. C'est le même principe. Et après, en fait, alors la question, c'est après le nombre de cycles. Par défaut, le réglage, c'est 100. Ça vaut pas le coup. Déjà, si vous en mettez 2, vous verrez, ça vous apportera un truc pas mal. Et au final, si on regarde le résultat, ça donne ça. Là, ici, en fait, j'ai fait un calcul de production avec un moule à 95 degrés. Donc, je lui dis, ton point de départ, c'est 95. J'ai fait le même calcul en transitoire. Alors, graphiquement, on voit qu'on a des différences. Si on regarde les codes des échelles de couleurs, par contre, 84, 128. 94, 127. Donc, effectivement, je peux avoir des différences. Mais si en fait, on prend point par point, 92, 96, 96, 92. Donc en fait, je suis plutôt sur les mêmes températures de départ. J'ai mis 20 minutes pour celui-là, j'ai mis 8 minutes pour celui-là. J'ai gagné 2 fois le temps calcul. Donc j'ai un calcul 2 fois plus rapide. Donc ça, là, ça peut valoir le coup. Sur la mise en données. Alors la mise en données, je vais parler de beaucoup de choses parce que il y a pas mal de choses à dire, et puis il y a des trucs en fait au fur et à mesure que je déroule, je me rends compte qu'il y a des choses que je n'ai pas indiquées. On a les paramètres process classiques ici. Donc tout ce qui est en haut, c'est réglage et tout ça, à la limite, ça ne vous apprendra rien. Truc intéressant, on gère le temps d'ouverture, de fermeture avant injection. Et c'est ce qui permet de travailler justement avec tout ce qui est partie hit and cool et tout. Dans la partie réglage calcul, on retrouve plein de choses. Alors, je vais pas aller, enfin, après, je vais peut-être me répéter parce qu'il y a des choses qui seront indiquées. Je vois déjà que cette partie-là, solver conduction, j'en parle juste après. La partie solver conduction, en fait, c'est comment il va décomposer son calcul d'échange de chaleur. Pour ceux qui sont habitués, en thermique, on n'est pas sur le calcul de remplissage quand on fait un calcul thermique. On considère que la cavité est remplie à T égale 0, et en fait, on fait juste un calcul de refroidissement. En fait, le nombre d'intervalles de temps pour le flux chaleur, c'est le nombre de pas de calcul pour le refroidissement. Donc en fait, on est sur un truc assez simple avec conduction, convection, et surtout conduction. Et en fait, c'est les étapes pour calculer la conduction. On va par contre prendre en compte le fait que, en fonction de l'évolution de la gamme solide, on a un échange de chaleur plus ou moins important. Donc ça sera vrai. Mais le fait de mettre des pas plus ou moins importants, alors par défaut, je crois que c'est 8. Moi déjà, je le change pour mettre à 16, et on peut le mettre plus, on peut le mettre à 32. Le fait de faire ça, déjà, en fait, on voit que le temps calcul n'est pas tout à fait le même, et en fait, le calcul est un peu plus précis. On va en fait décomposer finalement l'évolution de chaleur. Et justement, quand on est sur des cycles qui peuvent être par moments un peu longs, le 16 pas ou le 8 pas, on est en fait des fois trop rapide.
ça peut valoir le coup de l'adapter en fonction. Nombre de trades pour la parallélisation. Je l'ai dit au début, le calcul thermique FM est parallélisé. Si vous laissez, alors c'est comme le calcul remplissage 3D ou enfin remplissage de toute façon tout court maintenant, il va utiliser tous les processeurs disponibles. Donc forcément, en fait, on va voir qu'on a un temps de calcul plus rapide. C'est ce qu'on trouve ici. Temps UC 1h40, temps réel 22 minutes. Donc il a essayé d'utiliser le plus possible toutes les ressources qu'il avait en main. Alors je vais revenir un peu en arrière parce que ici on va retrouver par exemple le nombre maximal de cycles pour la production. C'est-à-dire que quand je vous expliquais qu'il fallait mettre en prod, en fait là on va retrouver des éléments. Après on retrouvera alors d'autres éléments qui sont plus pour la partie conformal cooling. Je parlais de calcul particulier en dehors de ça. Conformal cooling, vous êtes obligé de faire ça en thermique FM. Et après, tout le reste, alors perte de charge, etc. Bon, pas utile. En sachant qu'il, je vais peut-être un peu teaser ce qui va se dire au club, mais il prévoit l'évolution du solver cool pour essayer d'en créer un intermédiaire entre le cool FEM et le cool BEM, le cool classique. On verra. Donc, ensuite, pour rappel aussi, pour aller un peu plus vite, alors c'est pas forcément lié à la thermique FM, mais de manière générale, le fait de ne pas enregistrer les résultats vous permet d'aller plus vite aussi. Donc en fait, il va enregistrer, il va tout vous rapatrier à la fin. Donc on l'a juste rappelé parce que si on parle de temps calcul, ça peut servir à optimiser le temps calcul. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Alors je vais vous envoyer un message. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai pas beaucoup de retours pour l'instant. J'ai pas de questions. Bon. En résultat, finalement, alors, ça va être assez simple au final. En premier lieu, c'est recommandé d'utiliser les résultats d'interface. Parce que, c'est comment dire? Mais en fait, si vous affichez un résultat thermique, moule par exemple, vous allez afficher la thermique du moule. Et le moule, dans mon cas ici, c'est un bloc. C'est un bloc plein. Et en fait, lui, il dit, la température, c'est la température en tout élément du bloc. Donc, vous allez voir un cube. Donc, les interfaces, c'est déjà vous permettront de voir un peu plus ce qui se passe. Je suis dans le cas ici d'un interface, d'un calcul cool transitoire moyenné. Si vous basculez sur un calcul transitoire production, faites attention. Le nombre de pas correspond au nombre de pas qu'on aura sur un calcul, un cycle complet. Donc en fonction du résultat, si vous affichez les résultats sur la production, ça sera sur l'ensemble des pas de temps. Je fais deux cycles qui font 30 secondes. Je rajoute mes 5 secondes d'ouverture, j'aurai 70 secondes et j'aurai des pas sur 70 secondes. Potentiellement, vous voulez tester votre carte graphique, vous faites un calcul de production, vous ne limitez pas en nombre de cycles, puis vous lancez l'animation et puis vous voyez à quel moment elle fume. Alors je parle d'expérience, alors j'ai pas cramé ma carte graphique, mais voilà, je voyais que le PC il disait non, c'est bon. Et typiquement, il y avait une époque des erreurs VTK pour les anciens. VTK output, parce que justement la carte graphique, elle est. Ouais, j'en ai assez. Donc voilà, ça peut être intéressant, et en fait, ça, potentiellement, on peut créer, en fait, partir du principe qu'on peut créer un résultat, et dans la création du résultat aussi, tout de suite dire, moi, tu me donnes le résultat de ça à ça. Donc en fait, on peut repérer dans le log la fin du cycle, le dernier cycle, et dire, moi, tu me montres de là à là. Ou par exemple, si je sais que mon cycle c'est 35 secondes, de 700 à 665. J'ai mes 35 secondes de cycle, et en fait, je sais que ça, de là à là, c'est mon dernier cycle. Tout bêtement, l'utilisation des graphiques, elle donnera aussi le même genre d'information. Alors ça nécessite une certaine manipulation, ça il faut aller chercher le nœud, il faut dire je fais ça, mais
Et ça rejoint un peu ce que je disais sur le club. Il y a des choses qui sont possibles via des scripts. Là, par exemple, c'est un script que j'ai créé il y a quelques années en VBS. Ça a évolué depuis parce que c'est en Python. Et alors, j'ai pas eu le temps, malheureusement, de faire le même truc en Python. Mais par exemple, là, en fait, j'ai fait un script où je lui demande. Alors, je vais vous traduire un peu ce qu'il y a à l'écran. Je lui dis crée un objet. Je lui dis crée un résultat. Je lui dis un résultat avec cette information-là, vous l'avez dans l'aide. Je lui ai fait demander d'afficher une fenêtre de message qui demande le numéro du nœud. Je lui demande, je vais renseigner le numéro du nœud quand je fais le résultat et je lui dis montre-moi le résultat. Donc finalement, ce que j'avais ici à l'écran, en fait, je peux très bien faire une macro qui dit à partir du moment où je colle le numéro du nœud 204 933, lui, il m'affiche le résultat. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites. Et alors, je suis à la fin. Cette partie en fait automatisation, elle va évoluer fortement. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver, qui sont déjà là et qui sont en train d'arriver pour justement essayer un peu de faciliter la mise en données, la lecture et l'interprétation des résultats. Et l'idée, c'est d'en tirer parti. Certaines choses sont pas forcément encore au point à 100%. Autodesk Assistant, typiquement, je ne sais plus avec qui j'en parlais il n'y a pas très longtemps en direct. En fait, quand on lui demande de faire une information, enfin de faire quelque chose, bon, entre le moment où il commence à chercher, le moment où il va faire le truc et tout, potentiellement, j'ai eu le temps de faire 3 fois cette manipulation. Mais parce que j'ai l'habitude, parce que je sais, bah voilà. Par contre, ça apprend aussi au fur et à mesure. Donc plus je demande, plus ça apprend, plus ça ira vite à faire. Et donc, voilà pour la partie best practice thermique FEM. Alors, c'est un calcul, je le redis, c'est ce que j'avais dit en introduction, c'est un calcul qui, je reste convaincu, fortement, intimement convaincu que c'est un calcul qui est extrêmement utile. Parce que derrière, en fait, on peut obtenir beaucoup d'informations. Par contre, j'ai revu un peu ma copie entre ouais, au tout début où ça arrivait et maintenant, c'est que sur des choses par moment très simples, le thermique FM n'apportera strictement rien. Et donc le temps que j'aurais passé à créer mon moule, vérifier mon moule, paramétrer tous mes données, lancer mon calcul, attendre les résultats, potentiellement mon calcul thermique, ben, je modélisais mes canaux, j'en sais mon calcul, point. Et j'avais mes informations, en fait, j'avais mes informations. Donc en fait, il y a potentiellement une réflexion à avoir au départ sur, et vraiment, c'est pour ça, alors je me suis un peu marré en le mettant, mais l'image du pourquoi, oui, elle est vraie. C'est important, parce que derrière, en fait, vous pouvez très bien le faire, vous pouvez très bien avoir plein d'informations, mais pourquoi au final? C'est de la même manière que pourquoi le calcul thermique? Vous êtes sur une pièce plane, chargée, où il n'y a pas de zone enclavée et tout, en théorie, la thermique, elle n'est pas censée modifier la déformation. Vous allez le faire peut-être plus pour vous en assurer, mais voilà. Bah, en fait, c'est un peu le même principe, c'est le thermique FEM. Si vous êtes sur quelque chose de simple, c'est pas censé modifier fortement entre une thermique et une thermique BEM. TFM, pardon. Donc voilà, donc je redis, alors, il y a je vais y arriver, voilà, la partie question. Alors, ah si, je commence à en avoir une. Quelle est la configuration minimale de station de calcul pour le type de simulation? Eh ben, honnêtement, la même chose qu'un thermique classique. Il y a pas de truc particulier de ouais, un thermique classique suffit, enfin, ce qu'on a besoin pour un calcul de remplissage, par exemple, ça suffit largement. On est sur les mêmes bases, process, processeur, donc fréquence, RAM, etc. Donc on peut faire, voilà, on peut faire des choses. Je rebondis sur un truc parce que je pense à ça, un point, parce que je voulais en parler quand j'étais sur cette fenêtre-là. À l'inverse de ce que je dis, si vous voulez être plus précis, ici, au lieu de dire je travaille sur un solveur conduction, on peut faire un calcul remplissage à chaque itération. En fait, l'intérêt du thermique FM, c'est qu'on a le choix de est-ce que je prends le problème de manière très simple ou au contraire, est-ce que je prends le problème de manière très complexe?
pour le coup, si le solver conduction vous montre qu'en termes de valeur de température, on est par exemple très très proche de la température de transition, ça peut valoir le coup de faire un calcul remplissage, parce que le solver conduction, tout ce qui est auto-échauffement, cisaillement et tout, lui, il oublie. Il ne le fait absolument pas. Donc, si vous êtes un peu limite, le parti faire un calcul remplissage, ça sera utile. Mais bah, il y aura forcément du temps, parce que là où vous allez faire, admettons, on fait 2 cycles, bah, en fait, il fera 2 calculs de remplissage. Si le calcul de remplissage dure 1 heure, ça va. Si le calcul de remplissage dure 8 heures, bon, ça veut dire que vous êtes parti pour au moins 16 heures de calcul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réponds prérequis différents de remplissage. Pas d'autres questions? Pas d'autres remarques? Après, au pire, il y a le chat, hein, si vous voulez poser des questions. Alors, des fois, j'essaierai de me connecter aussi avec un compte client pour voir un peu ce que ça fait, parce que là, ça a tout changé et je ne sais pas ce que vous voyez du coup. Ouais, non, mais... Toc, toc. Et du coup, alors ouais, on va finir sur ça. N'oublie pas, Club Chatter, 17-18 juin, les inscriptions sont toujours possibles. Avec les ateliers et présentations. Alors j'ai une autre question. Peux-tu nous rappeler les 3 différences entre isotherme... Ah, les 3 grandes différences entre le mode de calcul isotherme, BEM, FEM. Isotherme, je prends ma pièce, j'ai la même température partout. J'ai pas d'échange de chaleur, je suis uniforme. BEM, en fait, je fais un calcul. Alors, est-ce que j'ai un exemple dans le coin? J'en aurais pas, évidemment. J'en aurais pas sous la main non plus. BEM, en fait, on calcule, on modélise les canaux et on calcule un échange de chaleur simple. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à discrétiser, enfin, ce que j'avais là à l'écran, par exemple, on va pas le faire. On va décomposer en cellules, point. FEM, on maille. FEM, Finite Element Modeling. BEM, c'est Boundary Element Modeling. Donc en fait, on modélise l'enveloppe uniquement et on calcule l'analyse, enfin on calcule par rapport à une évolution de volume dans l'enveloppe. Température constante partout. Hop, en même temps. Est-ce qu'il y a... Peut-on voir modéliser le bloc chaud en 3D pour voir le... Alors, peut-on modéliser le bloc chaud en 3D pour voir aussi leur évolution thermique? Évidemment. Et c'est de toute façon même que en FEM qu'on peut le faire. Parce que pour le coup, quand on fait... Alors, je vais revenir. Pardon. Hop, on va enlever ça. Alors, c'est pas le bon écran. Voilà.
Quand on modélise un bloc chaud, on a besoin des propriétés insert élément chauffant, insert de moule, bloc de moule, etc., etc. Parce que un bloc chaud, c'est à la fois des cartouches chauffantes et à la fois en fait des zones isolantes pour que le bloc il chauffe pas en fait à tout va. Donc oui, et alors on peut pas la partager celle-là, mais par exemple, le FEM, il avait été testé par Husky il y a 13 ans, quand c'est arrivé, pour justement voir un peu la différence entre thermique FEM dans ANSYS et thermique FEM dans Molflow, et les résultats étaient plutôt intéressants parce que ça marchait aussi bien qu'ANSYS en échange de chaleur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, question, mais qui n'a rien à voir. Comment Molflow gère les vides d'air? Ah, dans un bloc chaud, en fait, on le modélise. J'étais sur une autre réponse. Je pensais les vides d'air, les bulles d'air dans une pièce liée au retrait. Euh, En fait, on va devoir modéliser parce que tout ce qui est alors, on peut le faire de deux manières. On peut le modéliser. Si on modélise en fait la zone de vide, donc en fait le creux qui est à l'intérieur, on doit le modéliser. Après, on peut le laisser, mais je sais qu'après, c'est en termes d'échange et de modélisation, il peut se trouver des zones qui sont, voilà, qui posent problème. J'ai toujours eu plus de facilité en calcul, donc en aller au bout du calcul, en modélisant en fait les zones d'air et en disant, c'était un massif moule avec les propriétés d'échange de chaleur de l'air. Donc c'est faisable, il y a plusieurs approches possibles. Mais par contre, par rapport, si pas compliqué, alors c'est justement, c'est là où effectivement ça commence à se compliquer parce qu'effectivement, un bloc chaud, on va considérer l'air et ça peut avoir un impact. Et il vaut mieux le faire. Et ouais, il vaut mieux générer. J'ai un client qui le fait et il me dit il vaut mieux générer un volume maillé avec des propriétés différentes. C'est d'expérience, ouais, c'était ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, si pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. J'espère que ça se passe bien au niveau de la chaleur et que vous en souffrez pas trop. Et pour ceux qui peuvent, rendez-vous 17-10 juin ou au plus tard pour ceux, parce que là vous pouvez dans tous les cas, au webinaire du fin juin sur la partie fibre. Bon week-end, à bientôt. Au revoir.